Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui d'une question qu'on me pose quasiment toutes les semaines depuis le début de la pandémie. Qui va payer? C'est vrai qu'alors au début, on dit bon bah c'est le quoi qu'il en coûte, donc ça va rester illimité. Puis là, ça ne cesse d'augmenter. On a encore dernièrement un nouveau chèque énergie entre guillemets qui va coûter autour des 4 milliards d'euros en France. Donc c'est vrai que les dépenses explosent, notamment en France, en particulier chez nous d'ailleurs, beaucoup plus qu'ailleurs, on le verra tout à l'heure. Donc la question est toujours là. Qui va payer tout ça? On a bien sûr la dette publique, l'inflation qui commence à augmenter, donc qui grève notre pouvoir d'achat, la planche à billets qui ne veut pas s'arrêter, notamment chez nous en Europe, auprès de la Banque centrale européenne. Là aussi, ce sont des dangers, on verra tout à l'heure, mais tout ça veut dire que on a l'impression que ça va durer éternellement, que finalement on n'aura jamais à payer tout ça. Oui, mais la facture, elle va arriver tôt ou tard, et ça commence, parce que les taux d'intérêt, justement, des obligations d'État commencent à augmenter, donc ça veut dire que là, on commence à sentir effectivement ce coût qui arrive, et malheureusement, comme trop souvent, le coût va être payé par la classe moyenne, par les citoyens au sens large, par également les entreprises, les PME notamment. Donc voilà, il faut quand même être prudent, c'est-à-dire qu'on est dans une fuite en avant qui est extrêmement dangereuse. Alors déjà, premier point, combien ça coûte exactement? Parce qu'on ne se rend pas vraiment compte. Alors la facture n'est pas encore définitive, parce que comme vous le savez, les dépenses publiques, ça augmente sans cesse en France, depuis la Seconde Guerre mondiale finalement. Et donc, le quoi qu'il en coûte aujourd'hui, juste sur 2020-2021, uniquement en France, en termes de dettes, de dépenses publiques déjà augmentées, on a entre 450 et 500 milliards d'euros. Ce sont des sommes évidemment complètement énormes. Il y a le fameux prêt garanti par l'État. Alors globalement, on imagine que beaucoup d'entreprises vont quand même rembourser, mais tout de même, il y a cette garantie qui est là, 150 milliards d'euros. Et puis surtout, comme vous le savez, comme les dépenses publiques en France sont souvent structurelles, ce qu'on a décidé là, ça va sûrement durer. Et donc ça veut dire que on va multiplier ce coût peut-être par 2 ou voire par 3 sur 10 ans. Donc ce coût va rester. Donc il va falloir effectivement le financer. Et c'est là qui est extrêmement dangereux, sachant que d'ores et déjà, avant d'arriver aux 10 prochaines années, donc cette année, ce sont les derniers chiffres du gouvernement qui nous dit que le déficit public va baisser en 2021. Bon, ça veut dire que c'est pas trop tôt, puisqu'on a une reprise de l'ordre de 5,5 à 6%, mais néanmoins, il baisse de façon très très limitée. Donc là, on a le déficit public français, c'est les bâtonnets bleus, donc on a fait 9,2% du PIB en 2020. Cette année, on sera autour entre 8,5 et 9% du PIB. C'est quand même évidemment toujours énorme, parce qu'on a quand même une reprise, donc on aurait pu imaginer une forte baisse du déficit. Pas du tout, ça continue. Et donc je vous rappelle pour mémoire que le dernier excédent public en France, vous voyez, c'est le petit truc bleu ici, remonte à 1974, depuis que des déficits, les bâtonnets bleus, ce qui font la courbe rouge, c'est-à-dire la dette publique, qui va bientôt atteindre 120%. Alors, on me dit souvent, oui, on n'avait pas le choix, tout le monde a fait comme nous. Non, tout le monde n'a pas fait comme nous, notamment nos voisins allemands. On le voit ici. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu des excédents publics pendant 6 ans avant la pandémie, même si on prend, il y avait eu des équilibres budgétaires, donc pendant 8 ans, ils étaient soit en équilibre, soit en excédent public. Donc, quand arrive la crise, évidemment, il faut relancer la machine. Donc, on utilise ces excédents, et donc le déficit public, il ne monte qu'à 4,5%. Donc, c'est beaucoup moins que ce qui se passe, évidemment, chez nous. Et ce creusement fait aussi, je dirais, un énorme écart en termes de dette publique. On le voit ici, donc c'est la dette publique française. Vous voyez qu'on était sur le même niveau jusqu'en 2008-2009, et après il y a eu le décrochage de la France. Là, on est autour des 120% du PIB, alors que l'Allemagne est autour des 70% du PIB. Je rappelle qu'on est dans la même zone euro. Vraiment, on doit avoir une certaine homogénéité qu'on n'a pas du tout, et ça, ce qui est évidemment extrêmement dangereux pour la stabilité de la zone euro. Et d'ailleurs, Eurostat vient de sortir ses derniers chiffres harmonisés de dette publique pour l'ensemble des pays de la zone euro, même de l'Union européenne. Et ça, c'est incroyable, parce que la France, on l'avait déjà dit, dès 2020, était devenu donc le pays qui contribue le plus à la dette publique de la zone euro. Ça continue. Vous voyez, là, on est autour des 24%. On représente 24% de l'ensemble de la dette publique de la zone euro. C'est la France, donc devant l'Italie, devant également l'Allemagne, loin même devant l'Allemagne. Et donc, ça continue. Et donc, on est bien aujourd'hui en France, parmi les premiers en termes de dette publique. Alors, on le voit ici, parce qu'on me dit souvent, oui, mais bon, on a 115, 120% de dette publique, mais c'est normal que tout le monde fait pareil. Pas du tout. Si vous prenez les pays de la zone euro, par exemple, que l'on voit ici, vous voyez que la France est 1, 2, 3, 4, 5. Dans le top 5, évidemment, on est ex aequo avec Chypre pour la fin 2021. Donc, tous les autres pays, même on est devant maintenant les Belges. Vous voyez, donc tous les autres pays, effectivement, ont réduit leur dette publique, voire du moins ont moins augmenté leur dette publique, mais ils commencent à la réduire pour 2022. Nous, on continue effectivement d'augmenter. Donc, c'est faux de dire que tout le monde fait comme nous. Non, nous sommes à part. Et si on regarde en plus le poids des dépenses publiques dans le PIB, là aussi nous sommes numéro 1. Alors vous voyez là, on a déjà 2019, donc avant la pandémie, on était déjà numéro 1. Donc là vous avez tous les pays de l'Union européenne. Bon, je ne parle pas de l'Irlande où on était à moins de 25. Mais en bleu c'est sous les 40%. Donc voilà, on a pas mal de pays. Voilà, Malte par exemple, la Roumanie, la Bulgarie. Bref, ensuite on a toute une série de pays autour des entre 45 et 50. Donc ça reste encore logique. Puis après évidemment les 3 derniers, donc la Belgique, la Finlande et la France. C'était donc avant la pandémie. Maintenant on arrive à la pandémie. Et là, cocorico, la France est le seul pays de l'Union européenne avec
un poids des dépenses publiques supérieur à 60% du PIB. Voilà, on a dépassé 60%, chiffre harmonisé d'Eurostat, vous voyez, donc là on est loin devant tout le monde. Donc dire que tout le monde a fait la même chose en augmentant massivement ses dépenses publiques par rapport au PIB, c'est complètement faux. Il y a une exception française qui fait que, vous voyez, même par rapport à l'Italie, l'Italie est autour des 56% aujourd'hui, donc ils ont souffert eux aussi, mais néanmoins, la France a été beaucoup plus loin en termes de dépenses publiques. Donc là aussi, ça crée des distorsions au sein de la zone euro, et parallèlement, une facture plus lourde qu'il va falloir régler dans les prochaines années. Alors, pour l'instant, ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce que c'est la Banque Centrale Européenne qui a acheté une grosse partie de cette dette, sauf que voilà, c'est la fameuse planche à billets. Voilà les derniers chiffres du 22 octobre 2021. Regardez, 8 368,3 milliards d'euros. Je rappelle qu'il y a encore quelques années, vous voyez, en 2015, on est autour de 2000 milliards. Vous voyez, on a multiplié par plus de 4 ce bilan de la Banque Centrale. C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, qui montre qu'on a été très très loin dans la gabegie de dépenses publiques, mais également de planche à billets, donc de création monétaire. Et c'est ça qui a effectivement généré l'inflation. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des avantages, parce que grâce à cette planche à billets, ça a permis de maintenir les taux d'intérêt relativement bas. Là, c'est les taux d'intérêt de la dette publique française. Malgré la hausse de la dette publique, les taux d'intérêt des obligations d'État à 10 ans sont restés bas, même pendant quelques mois négatifs. Là, ça remonte, on est à 0,2%, et ça remonte durablement. Donc, ça va continuer. Sachant qu'il s'est passé évidemment quelque chose d'assez exceptionnel la semaine dernière, c'est qu'on a eu effectivement, je reviens sur le graphique d'avant parce que c'est assez intéressant, la démission justement du président de la Bundesbank, Jens Weidmann, qui effectivement n'est pas satisfait de la politique de la BCE. Lui, en fait, il veut arrêter cette planche à billets parce qu'il y a une inflation qui est énorme. Et donc là, Madame Lagarde notamment, et puis d'autres veulent continuer. On ne sait pas trop pourquoi, vraisemblablement jusqu'en avril 2022. Pourquoi, c'est bizarre, mais néanmoins, ça montre qu'il y a un clash énorme. C'est passé presque inaperçu, mais c'est un clash énorme que le président de la Bundesbank, donc de la fameuse Buba, donc allemande, qui est un peu la gardienne du temple d'un point de vue, je dirais, du sérieux monétaire, démissionne. Donc ça marque effectivement un changement. Madame Merkel, on le sait, n'est plus là. Il y aura un nouveau gouvernement en décembre qui, de toute façon, va lui aussi militer pour limiter, voire arrêter cette planche à billets. Donc ça veut dire que les taux d'intérêt vont effectivement continuer d'augmenter. Ça commence un tout petit peu, c'est balbutiant. C'est encore plus net en Grèce, en Italie, mais on voit qu'en France, ça commence à arriver 0,2%. C'est pas dramatique, mais ça montre qu'effectivement la facture va se creuser. D'où la question, comment on finance tout ça, puisque maintenant que le taux d'intérêt commence à augmenter, donc là on va voir le vrai coût de cette dette publique. Alors certains disent, c'est pas grave, on va annuler les dettes détenues par les banques centrales. Bon, alors évidemment c'est très très tentant, mais c'est très compliqué de le réaliser. Dès là on le voit au sein de la BCE, donc il y a une démission à la Bundesbank. Donc là évidemment ce n'est pas tellement, je dirais, accepté par l'ensemble des pays de l'Union européenne, donc et même de la zone euro en tant que telle. Donc ça pourrait générer bien entendu un clash au sein de la zone euro. Après, admettons qu'on y arrive, ça sera un fusil à un coup. Une fois que vous l'avez fait une fois, vous ne pourrez pas le faire deux fois. Donc là, évidemment, les taux d'intérêt vont flamber. On ne sera plus du tout crédible. Et donc là, on va avoir un coût énorme, effectivement, les dettes publiques. Et puis je vous rappelle, soit dit en passant, que la dette publique, où elle se trouve dans la Banque centrale européenne, vous voyez, ça c'est le bilan d'une banque centrale. Au passif, il y a la monnaie en circulation, à l'actif, il y a les contreparties de la masse monétaire, l'or, les devises, les titres. Donc c'est là que sont les obligations d'État. Si on annule les obligations d'État, on annule la dette, comment va-t-on faire pour annuler une partie de la masse monétaire? Vous voyez, donc il y a un problème technique qui est là, et donc qui fait qu'on ne peut pas annuler cette dette publique. Alors on va peut-être la continuer sur très longtemps, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Et comme on voit qu'il y a énormément de distorsions et donc de différences de dette publique entre les pays sérieux et puis les pays pas sérieux du tout, dont la France évidemment, là aussi, comment on va s'en sortir? Ça risque d'être extrêmement compliqué. Donc, annuler la dette publique, ça pourrait sonner la fin de la zone euro, l'explosion de la zone euro, ça serait évidemment extrêmement dangereux. Alors maintenant, on dit, il y a l'inflation. C'est vrai que l'inflation est en train d'augmenter. On va dire, tant mieux, ça annule la dette, parce que le coût réel de la dette, c'est le taux d'intérêt moins l'inflation. Donc, comme l'inflation augmente, ça réduit le coût réel de la dette. Mais attention, l'inflation qui augmente, ça casse le pouvoir d'achat des ménages, et donc ça peut générer une récession. Donc, c'est extrêmement dangereux pour le pouvoir d'achat des ménages, mais également pour les épargnants. Donc là, on le voit, c'est les derniers chiffres qui viennent de sortir. Ça, c'est la France. Regardez, en septembre, on est à 10,8% de glissement annuel des prix à la production. Et c'est la courbe bleue. Et quand on voit la courbe rouge, donc l'inflation qui pour l'instant est à 2,2%, on voit qu'elle pourrait monter à 3,5-4% dans les prochains mois en France. Donc attention, c'est extrêmement dangereux. Et c'est vrai que ça peut être avantageux pour limiter le coût de la dette, mais néanmoins, ça casse encore une fois le pouvoir d'achat des ménages, ça casse la croissance économique. Donc c'est pas du tout la bonne solution. Alors je montre d'ailleurs ce qui se passe en Allemagne, là c'est encore plus élevé. On voit qu'on est à quasiment 15% de prix à la production, le glissement annuel, c'est le mois de septembre. Donc l'inflation est à
4,1 au mois de septembre, mais ça va évidemment encore augmenter. Et là, on comprend pourquoi M. Weidmann a démissionné à la Bundesbank, parce que les Allemands n'ont pas du tout apprécié vous voyez, cette flambée de l'inflation historique. Donc, il veut dire, attention, là, on a une politique de la Banque centrale européenne qui est trop accommodante, il faut la réduire, il faut réduire la planche à billets. A priori, Mme Lagarde ne veut pas, et ça pose un vrai problème de stabilité de la zone euro. Donc, l'inflation n'est pas non plus la solution. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, évidemment, on est très fort chez nous pour le faire. L'augmentation des impôts. Alors, le problème, c'est qu'on est déjà numéro 1 mondial des impôts. Donc là, c'est le taux de prélèvement obligatoire par rapport au PIB qui ne cesse d'augmenter. Dans le même temps, la courbe bleue, la croissance structurelle ne cesse de baisser. Plus on augmente les impôts, plus ça casse la croissance. Donc c'est ce qui s'est passé en France. Donc si on augmente encore ces impôts, évidemment, ça risque de coûter extrêmement cher. Sachant que là, c'est les chiffres de 2019. On n'a pas encore tous les chiffres de 2020, donc je ne les ai pas mis. Mais a priori, ce sera les mêmes chiffres qu'en 2019, plus ou moins. La France est aussi numéro 1, où il y a quasiment 48% du PIB de prélèvement obligatoire. On est loin devant tout le monde. Bien entendu, je ne parle pas de l'Irlande, c'est sûr, mais même si on prend l'Union européenne à 27, vous voyez, on est autour des 41%, donc là on est largement au-dessus. Il va falloir financer tout ça, ce qui pose évidemment un grand problème. Donc alors, c'est quoi la solution? Parce qu'effectivement, là, on se dit, on est bloqué. Si on augmente les impôts, ça va casser la croissance. Alors peut-être on va ponctionner sur l'épargne. Ça sera évidemment, là aussi, un fusil à un coup, une catastrophe. Qu'est-ce qui nous reste? Il ne reste plus qu'une seule solution, c'est la croissance. Générer une croissance économique, alors pas n'importe laquelle, pas une croissance extensive, on détruit la planète, non, une croissance, je dirais, de l'innovation. Et donc là, on voit cet élément important. Donc on voit les poids des recherches-développement dans le PIB. Donc on voit la France, on est à autour des 2,1%, donc c'est pas dramatique, mais comme disait le général de Gaulle en son temps, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Donc tout le problème est là, c'est d'avoir une recherche appliquée qui trouve justement les bonnes solutions, alors pourquoi pas l'hydrogène, etc. Mais c'est clair qu'on doit trouver de nouvelles sources de création de richesse, pas seulement dans la high-tech, mais également dans les services, dans l'organisation de notre société, et pour l'instant évidemment on a beaucoup de mal. Ceux qui ont bien compris ça, c'est nos amis chinois, vous voyez, ils consacrent 2,2% de leur PIB à la R&D, à la recherche-développement. Donc c'est la deuxième puissance mondiale derrière les Américains en valeur absolue en termes d'innovation, la première dans les énergies renouvelables, donc ça montre bien qu'on a effectivement une dynamique chinoise qui est assez conséquente, et donc la Chine, voilà, elle continue, voilà, ça y est, elle est passée donc numéro 1 mondial en termes de PIB, en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire si on isole les différences de pouvoir d'achat, la Chine qui était à 2% du PIB en 1980, c'est la courbe rouge, vous voyez là, ils sont dépassés les États-Unis à peu près en 2018, et puis maintenant, vous voyez, ils sont vers 20-21% pour d'ici 2025, chiffre du FMI. Alors si on regarde ce qui se passe chez nous dans la zone euro, là on voit bien que la zone euro, vous voyez, c'est ce qui est en vert. On était devant les Américains donc dans les années 80, et puis après on est passé largement en dessous. Maintenant la zone euro, vous voyez, c'est autour des 11% du PIB mondial, et la France, plus de 4% en 80, et là on est à 2% pour 2024-2025. Donc ça montre bien que malheureusement, si on n'innove pas, si on n'a pas plus de croissance, on aura des vraies difficultés, et c'est là où ça va nous coûter extrêmement cher. Donc attention, cette fuite en avant que mènent les dirigeants politiques, les dirigeants de la Banque centrale européenne notamment, et cette politique donc, de fuite en avant est extrêmement dangereuse. Donc il faut vite qu'on retrouve nos esprits. Alors j'ai l'impression que jusqu'à l'avril 2022, on va continuer comme ça, mais après il faudra effectivement payer la facture. Donc voilà, armons-nous de patience, espérons qu'enfin on prendra les bonnes mesures, notamment en termes de restauration d'une croissance saine, d'une croissance riche en emplois, qui nous permettra justement de sortir par le haut de cette crise, mais ce n'est pas encore gagné, donc portez-vous bien et espérons qu'on y arrivera. Merci beaucoup et à très bientôt.